Alors, le sujet choisi est Il ne faut pas suivre la mode. Et je suis dans un avis assez partagé. Je pense que le suivre aveuglement est une erreur. Et je suis contre cela. Or, si on s'intéresse en pensant à ses goûts et à l'expression de soi, je suis totalement pour. Premièrement, nous montrerons que la mode est un moyen de s'affirmer et de se distinguer, de s'affirmer, tout ça. Deuxièmement, nous étudierons l'influence que la mode a sur nous, ainsi que sa présence sur la société. Et dernièrement, nous démontrerons que le mode vestimentaire adopté doit nous être propre à nous. Tout d'abord, la mode permet de s'affirmer, de se distinguer en tant que personne, d'être différent et d'être original. Et cela surtout chez les jeunes, car ils se recherchent encore. Et ce changement leur permet de se sentir plus adultes. C'est aussi un signe de distinction sociale. En effet, l'habit exprime notre identité et permet de faire ressortir notre personnalité. Par exemple, si on est très discret, assez pudique, on choisira surtout de se singulariser pour d'autres noms, d'opter pour des vêtements de couleurs assez connues comme le blanc, le gris. Pour d'autres, utilisons des couleurs comme le rouge pétant, le fuchsia et toutes les couleurs chaudes. La mode permet également de mettre en valeur le corps avec des tendances nouvelles et des vêtements pour chaque personne, pour chaque morphologie, qu'on soit grand, petit, rond, maigre, peu importe. Ainsi, chaque personne dans le monde peut trouver ce qui lui convient, et cela est un grand pas, puisque les gens se mettent moins de barrières et s'expriment plus. On remarque aussi que la mode exerce une grande influence sur la vie des humains et de leur place dans la société. La façon de s'habiller est en effet absolument inspirée, voire imposée par la publicité, et constamment, les médias et les gens sont incités à acheter. La mode de nos jours signifie porter des marques et des vêtements tout juste sortis récemment ou inspirés par des stars âgées, habillés de ces marques plutôt que de porter un vêtement classique. Mais la question que je vous pose est la suivante. Avons-nous vraiment besoin de porter des vêtements de marque pour nous donner un style? Avons-nous vraiment besoin de marques pour laisser s'exprimer notre personnalité, notre mode profond? Ou est-ce seulement la société de consommation qui nous entraîne dans un cercle vicieux? Je vous enjoins à réfléchir sur ce sujet. Bravo! Pourquoi? En fait, l'exclusion peut nous amener à l'harcèlement, à la dépression et à la mort. Selon l'OMS, en 2012, il y a un taux de suicide de 12,3% pour 100 000 habitants. C'est plus qu'en Allemagne et qu'au Royaume-Uni. Aussi, pour l'apparence, les habits, les religions, les couleurs, l'inégalité financière, les résidences et les études. Aussi, il y a l'exclusion sociale des SDF. Comme les SDF qui sont peu aidés par l'État, qui n'ont pas de logement, qui n'ont même pas un repas convenable pour manger tous les jours. En Angleterre, la pauvreté a augmenté de 15% en un an. Aussi, c'est à cause de perte de travail, de divorce et de maladies. Aussi, les gens qui ont un faible niveau d'études ne sont pas acceptés dans la société. Par exemple, dans les premiers bus parisiens, le règlement stipulait que les ouvriers, les gens qui travaillaient en extérieur, n'étaient pas autorisés à aller emprunter les bus. L'exclusion sera toujours un phénomène d'une brûlante actualité, car il y aura toujours des rejets de certaines classes de la population. Il y aura toujours des inégalités dans ce monde. Il y aura toujours des multitudes d'injustices. Pensez-vous qu'un jour, ce monde sortira de ce phénomène social? Bonjour à tous. Donc j'ai choisi le sujet « Faut-il étudier le rap à l'école ?» Alors de mon point de vue personnel, il faut l'étudier et je vais vous expliquer pourquoi. L'école est toujours présentée comme un endroit où on s'instruit, où on élargit notre culture générale. Et justement, le rap est un art, donc il mérite d'être étudié. Ceux qui disent le contraire ne seront jamais réellement intéressés sans a priori. Par exemple, en français, on étudie la poésie lyrique, et pourtant, le rap est considéré comme la poésie contemporaine. Alors pourquoi ne pas lui aussi l'étudier? Malheureusement, le rap est victime de nombreux préjugés, comme qu'il est violent, qu'il est sexiste, qu'il est vulgaire ou dénué de sens. Pourtant, le rap est parti d'un mouvement majeur des années 1970 dans les ghettos américains, qui est le hip-hop.
C'est donc une grosse partie d'une culture encore très présente aux États-Unis. À l'école, on parle de discrimination comme celle des Noirs, alors que le rap en est un excellent témoignage. Notamment des violences policières et tensions entre les forces de l'ordre et la communauté afro-américaine depuis plus de 30 ans. C'est ce que dénonce justement YG dans sa chanson One Time Coming. Selon un sondage, 60% des lycéens et collégiens disent écouter du rap. Cet univers leur est donc familier, donc il leur parle plus. Pourtant, pour certains, ils se reconnaissent dans les musiques de rap parce qu'ils vivent ou ont été confrontés à des événements que les rappeurs dénoncent. De plus, le langage sans détour des chanteurs de rap se rapproche du vocabulaire employé par bon nombre de jeunes. Ainsi, ils comprennent mieux les textes plutôt qu'un langage qu'ils n'ont pas l'habitude de parler et d'entendre au quotidien. Le but de la plupart des rappeurs est de dénoncer, critiquer et exprimer leurs sentiments. À travers tout cela, il y a un désir de transmettre des valeurs aux jeunes telles que la tolérance et de dire tout haut ce que la population n'ose pas dire et pense tout bas. Même si des rappeurs montrent parfois des armes dans leurs clips, ce qui peut choquer, c'est intentionnel car justement ça sert à témoigner des violences dans lesquelles ils vivent ou dénoncer des violences infligées à certaines populations à travers le monde. Comme Kalash Criminel qui parle des massacres au Congo. Cependant, d'autres sont contre les armes comme Le Phare, qui dit dans l'une de ses chansons « Je ne comprends toujours pas les rappeurs qui prétendent posséder des armes à feu quand les types, les petits, iront jusqu'au bout, faudra pas leur dire que c'est pas ma faute » ou Vald qui dit « Je ne fais pas du rap pour prendre des armes dans le clip » ou encore PNL qui prône la paix car leur nom signifie « Peace and Love ». Il y a également Nekfeu qui est pour le respect de la femme, qui est quand même un principe fondamental dans notre société. Il est vrai que généralement les gens jugent le rap de sexiste, alors que sur les 100 clips de rap français les plus vus en France, il n'y en a que 5 qui montrent une image négative et dégradante de la femme. Il s'agit là encore d'un préjugé injuste. Le rap est comme le bouc émissaire du sexisme, pourtant il est présent dans les clips de d'autres styles musicaux, ou même dans la société en général, où il est omniprésent, par exemple comme dans les pubs, etc. Pour conclure, le rap a sa place au sein des écoles pour l'analyser, étudier son histoire parallèlement à l'histoire avec un grand H. Cette histoire importante et chargée de vérité mérite d'être étudiée et connue par les élèves. Les textes réfléchis et bien écrits amènent la réflexion et rendent compte de la réalité de la vie aux jeunes. Finalement, est-il nécessaire pour les jeunes d'avoir connaissance des textes crus et honnêtes de vie difficile pour pouvoir s'épanouir? Bonjour à tous, donc je vais vous parler du zoo, ou plutôt comme je l'appelle la prison de Fleury-Mérangis. Donc certains d'entre vous diront que le zoo permet de sauver les animaux en voie de disparition. Alors je peux vous dire que c'est faux, car il y a 2% des animaux qui sont en voie de disparition. Ces derniers, les animaux en voie de disparition sont 6 000 et seulement 2% sont représentés au zoo. Donc croyez-vous toujours que le zoo sauve les animaux en voie de disparition? Même si le zoo permettait de les sauver, être enfermé dans une cage, est-ce réellement comme cela que l'on sauve un animal? Savez-vous que la plupart des animaux développent au zoo des troubles mentaux liés au stress? On peut les comprendre. Imaginez-vous vous faire kidnapper pour que l'on vous ramène dans un endroit de l'autre côté de la terre, séparé de toute connaissance. C'est ce qu'on fait pourtant au zoo. Ces animaux que l'on protège sont-ils toujours sauvages? Car un animal qui n'est plus habitué à son climat naturel, mais habitué à avoir 10 kg de viande de boucherie, est-il toujours apte à survivre dans un milieu sauvage? Il faut que je vous raconte l'histoire banale d'une girafe à Copenhague. Cette girafe, c'est Marius. Elle s'est fait tirer dessus, elle s'est fait découper, puis jeter au lion. Son seul crime, vraiment grave crime, c'était d'avoir un profil génétique inapproprié. Donc, et en plus, c'est loin d'être la seule dans son cas. Par ailleurs, comment vivre dans un espace sans espace? En effet, un éléphant a besoin de marcher 17 km et se baigner 2 heures quotidiennement. C'est impossible aux zoo.
Tout animal a une conscience des souffrances et le besoin de liberté qui n'existe malheureusement pas aux autres. Je suis d'accord avec cela, car à cause de la chasse, plusieurs espèces animalières disparaissent toutes les années. Il y a en France environ 140 accidents de chasse, et cela tient au fait que la chasse est autorisée 7 jours sur 7. Les coups de fusil créent un climat d'insécurité et dissuadent la pratique des sports de plein air. Quand on les entend ou quand on voit des panneaux « Attention, chasse en cours », on a tendance à faire demi-tour et à arrêter son activité de plein air. Les chasseurs s'accaparent la nature et sécurisent les espaces naturels. Il y a 7 fois plus d'accidents de chasse que dimanche, parce que ce jour-là, la nature est très fréquentée avec de nombreux randonneurs ou cyclistes. Il faut aussi interdire la chasse car les animaux souffrent déjà de multiples pollutions, du manque d'espace vital dû à la pression humaine. Par ailleurs, les chasseurs polluent avec leurs cartouches et empêchent par leurs tirs les citoyens de se promener tranquillement dans la nature. En France, moins d'1 million de chasseurs s'approprient pendant plusieurs mois des espaces naturels pour pratiquer un loisir sordide, malsain et souvent inutile, comme par exemple tuer des animaux sauvages, mais aussi élevés pour être ensuite lâchés et massacrés. Par exemple, le 17 septembre dernier, un enfant de 13 ans a été tué par son grand-père lors d'une partie de chasse en Vendée. Le 2 octobre, un tireur a mortellement touché une personne âgée dans le Var, en croyant viser un sanglier. Le 15 octobre, le 16 décembre, etc. Les accidents de chasse sont réguliers et coûtent chaque année des vies. Faut-il interdire complètement la chasse en France? À vous de juger. Alors, la thèse que je vais présenter est la pratique du sport est-elle une perte de temps? Alors, pour moi, la pratique du sport n'est pas une perte de temps. Alors, déjà, le sport est bon pour notre corps. La pratique du sport a été prouvée scientifiquement que ça améliore notre système cardiovasculaire, c'est-à-dire notre cœur et nos vaisseaux sanguins. En effet, le cœur est un muscle. Et lorsqu'il est entraîné, entre guillemets, il devient plus fort et ses contractions deviennent plus efficaces. Le sport améliore aussi notre capacité pulmonaire et la qualité de notre respiration. L'activité physique a encore d'énormes bienfaits sur notre santé, mais ils sont vraiment nombreux. Faire du sport est aussi un plaisir. Après avoir pratiqué une activité sportive, la majorité des personnes sont détendues, contentes et relaxées. La pratique d'un sport permet aussi de mieux dormir. Il lutte contre les insomnies. Les muscles se détendent plus facilement et nous avons une forte sensation de fatigue. Cela nous permet une bonne nuit de sommeil réparateur. Le sport permet de dompter aussi notre violence. Alors, les personnes faisant du sport se contiennent mieux dans la vie de tous les jours. Ils sont beaucoup moins violents avec les autres. Je finirai sur ce dernier point. La pratique sportive permet d'augmenter grandement la confiance en soi. En effet, lorsque nous réalisons des progrès, nous sommes fiers de nous, nous avons plus d'assurance et une meilleure estime de nous-mêmes. Le sport est alors à la fois un bienfait physique et moral sur l'homme avec un grand H. À long terme, la pratique quotidienne du sport permet-elle de rallonger l'espérance de vie humaine? En France, la chasse provoque des énormes accidents dont un nombre élevé s'avère mortel. Promeneurs, randonneurs, sportifs, naturalistes, ainsi de suite, ont le droit de pratiquer leurs loisirs en toute sécurité et sérénité, sans que pèse sur eux les menaces d'une seule activité, la chasse. Par exemple, un enfant de 13 ans a été tué d'un coup de fusil par son grand-père, lors d'une partie de chasse. C'est une pratique cruelle envers les animaux. Chaque année, nous avons des millions d'animaux qui sont abattus en France. Par exemple, en France, nous pouvons voir que plus de 89 espèces ont disparu et chassées. Les animaux souffrent de multiples pollutions, un manque d'espace vital, ainsi la pression humaine. Il y a moins de 2% de chasseurs dans la population qui s'approprient la nature tous les jours de la semaine pendant 9 mois de l'année. Bravo. Moi, mon sujet, c'est pour l'uniforme au collège. L'uniforme a été
inventé au début du XIXe siècle pour les garçons, puis ensuite pour les filles. L'uniforme a été créé par les Anglais, puis ensuite les autres pays l'ont suivi. Après la Seconde Guerre mondiale, les jeunes, les adolescents se sont révoltés contre. Le changement s'est fait 2 siècles plus tard, au XXe siècle. Oui, XXe siècle. Je suis pour la réintroduction de l'uniforme dans les établissements publics et privés, car cela mettra fin aux polémiques. Car si nous réintroduisons l'uniforme, les jeunes n'auront plus besoin de se casser la tête tous les matins. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Ça, ou bien ça. Tout ce casse-tête sera dès à présent terminé. Cependant, l'égalité entre filles et garçons, pauvres ou riches, style ou pas style, l'uniforme mettra fin à toutes ces guerres adolescentes, plus personne ne se critiquera en regardant mon pantalon, regarde comment il est moche. T'as vu toi, mais regarde les trous. C'est tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs, c'est toujours la même chose dans la récréation. Tout le monde. Si la réintroduction de l'uniforme sera bien pour tout le monde sera égaux. De la charité, liberté, égalité, fraternité. De plus, le fait de réintroduire l'uniforme mettra un terme à cette nouvelle mode, le charriage. C'est ce qui est une habitude chez les jeunes. Vous entendrez toujours se charrier entre eux, ce qui est devenu banal, ou bien le harcèlement. On est au fait du charriage. Beaucoup se font charrier sur leurs vêtements. Revenons au fait du charriage, beaucoup se font charrier sur leur style vestimentaire. Le riche qui charrie le pauvre, ce qui est très fréquent dans les cours de récréation. Beaucoup se font victimiser. Vous les voyez rigoler, mais au fond d'eux, je pense pas. Ils pleurent quand ils rentrent chez eux, les pauvres. Mettez-vous à leur place quand ils rentrent chez eux le soir. Quand ils se réveillent le matin, si je mets ça, mon copain va encore rigoler de moi. Mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas les moyens. Vous avez pensé déjà? Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? Non, je crois pas. Même pas une seconde. Même là, un quart, une seconde, j'y croirais pas. Voilà pourquoi l'uniforme doit ou peut être réintégré dans les établissements scolaires. Voilà 3 arguments simples, faibles à comprendre. Je suis contre les femmes qui travaillent, qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Les femmes qui travaillent ont très bien le temps de s'occuper de leurs enfants. S'ils ont autorisé les femmes à travailler, c'est qu'elles pouvaient faire plusieurs choses à la fois, à la maison ainsi qu'au travail. C'est en 1965 que les femmes mariées ont eu le droit d'exercer une profession sans l'autorisation de leur mari. Les enfants, dès leur jeune âge, doivent commencer à être autonomes sans que les parents ne les délaissent, mais apprendre à faire les choses seuls, car les parents ne pourront pas être tout le temps en train de les guider. Puis les enfants, la journée, sont à l'école ou à la crèche et la femme au travail. C'est quand elle a fini sa journée qu'elle peut aller chercher ses enfants, puis en rentrant les aider à faire les devoirs ou autres. Le week-end, c'est... Tranquille, Carla, respire. Tout va bien. Le week-end, elle peut très bien s'occuper des enfants, faire des activités avec eux. Si la femme a eu le choix de travailler ou non, c'est qu'elle en est capable. Le mari peut aussi également aider la femme dans les tâches ménagères ou pour l'éducation des enfants. C'est en 1972 que le travail doit être égal et le salaire aussi. La femme a fait un choix de ne pas être au foyer. Elle veut être libre et indépendante, donc elles ont aussi le droit de travailler puis de s'occuper des enfants à la fois. Bravo. Fumer devait être interdit. La cigarette. Ce petit mégot qui, pour certains, ça va éradiquer la pression, d'autres à frimer, ou bien s'enterrer dans un trou. Mais vu ses méfaits sur l'organisme, est-elle vraiment nécessaire? Faut-il l'interdire? La cigarette qui contient du tabac est une drogue qui tue. Elle est responsable de plusieurs maladies, telles que le cancer ou les maladies pulmonaires. Le saviez-vous, en France, environ chaque année, 73 millions de Français, non, millions, excusez-moi, 1000 meurent chaque année. 59 000 chez les hommes et 14 000 chez les femmes. De plus, l'utilisation de la cigarette n'a pas seulement des répercussions sur les fumeurs, elle gêne énormément les non-fumeurs. Par exemple, prenons le cas dans la rue, un fumeur qui fume, il rejette la cigarette, du tabac, en plus avec son dioxyde de carbone. Et un non-fumeur qui passe,
et qui inhale involontairement la fumée peut avoir aussi des dégâts. En plus, quand un fumeur il jette son mégot, il peut le jeter mal, ce qui peut causer des incendies. Il a juste à toucher des matières inflammables ou du bois. Et enfin, parlons du point de vue économique. Le coût de la cigarette est fortement élevé. Et quand on est malade, la plupart du temps, le fumeur n'a pas assez de moyens pour se payer les traitements. Donc c'est donc le rôle de la sécurité sociale de payer et aussi de l'État. Et si on supprimait cette cigarette, l'espérance de vie serait plus longue, le bilan économique serait positif. Donc je vous pose la question, avant de fumer, est-ce que vous serez capable d'assumer les conséquences? Pensez-y très bien, et aussi vous aurez les dents très jaunes. Ma thèse est, dans le monde moderne, l'aventure est encore possible, mais pour moi, je suis contre. Tout d'abord, il y a plusieurs définitions pour qualifier l'aventure. Pour moi, c'est une exploration par le physique qui comporte du risque et de l'imprévu. De nos jours, l'aventure est une activité de plus en plus impossible à cause des éléments suivants. Financièrement, beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de se permettre d'acheter les équipements requis pour partir à l'aventure. Aujourd'hui, beaucoup de zones d'exploration aventurière ont été ravagées par les constructions de l'homme et sont donc plus aujourd'hui explorables. La société devenue beaucoup trop protectrice empêche l'accès à de nombreuses zones sauvages à cause d'animaux mortels ou de zones dangereuses comme les marécages ou les sables mouvants. Actuellement, la plupart des populations sont polarisées par les nouvelles technologies, notamment les portables et les consoles. Tout le monde actuellement vit l'aventure à travers les médias, par les reportages sur les télés. Les finances, les constructions, la protection et l'évolution des technologies sont les facteurs premiers de l'impossibilité de l'aventure, bien que quelques courageux réussissent à surmonter ces critères. Et vous, serez-vous de ces rares courageux ? Est-ce que tu as une feuille de lycée à m'appeler le lycée, s'il te plaît? Une feuille de quoi? La feuille où il y a les vœux. Tu l'as pas? Bonjour, je vais parler de l'éducation doit être différente de celle des filles. Alors je suis totalement contre. Même si à l'école ils ont une éducation similaire, une inégalité se crée. En effet, une étude a prouvé que malgré une meilleure réussite des filles à l'école, elles rencontrent plus de difficultés pour trouver du travail, donc sont plus au chômage, ont une moins bonne rémunération, des fois pour le même poste avec un homme. Mais pourquoi? Parce qu'elles sont sous-représentées dans des filières difficiles. Cependant, il n'y a pas que les filles qui connaissent une inégalité. Dès la petite enfance, les rôles sexués et stéréotypés s'affirment. En effet, on ne laisse pas un petit garçon jouer à la ginette ou repasser, alors que cela devrait être normal. Ce n'est pas seulement le rôle de la femme. Et inversement, et cela dans les deux sens. Pourquoi devrions-nous critiquer une fille qui fait du skateboard et un garçon qui fait de la danse? Enfin, il ne faut pas qu'il y ait de différence entre leur classe sociale à l'école pour l'éducation. Et aujourd'hui, l'école est obligatoire, qu'on soit riche, pauvre, qu'on soit riche ou pauvre, ce qui n'est pas le cas des années 50. Dans les années 50, ils étaient à l'école en fonction de leur classe sociale, donc les inégalités étaient très fortes. Et cela va à l'encontre des valeurs de la République qui sont liberté, égalité et fraternité. Tout le monde a le droit à une éducation pareille, égale. Bonjour à tous, donc j'ai choisi le sujet la durée des vacances en France est-elle excessive? Donc pour ma part, je ne pense pas que la durée des vacances est excessive, pour la simple et bonne raison qu'il faut aux élèves et aux enseignants, il faut profiter des vacances. Sauf que je pense que
qu'un jour est largement suffisant pour profiter de ces vacances. Surtout pour vous, les professeurs qui sont vraiment bombardés par le travail, n'est-ce pas? Mon deuxième argument est que pour le collège, enfin les troisièmes et les lycéens, ces 15 jours sont très bénéfiques pour profiter, pour réviser leur examen et aussi pour profiter, pour s'aérer l'esprit. Et donc c'est pour cela que je suis tout à fait d'accord avec cette période de vacances. Enfin, personnellement, je me pense un peu tout le temps en vacances. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui s'appelle Vivre dans un enfer. Vivre dans un enfer, c'est un argument, c'est un sujet plutôt qui concerne toutes les grandes villes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 3 arguments flagrants pour moi. Mon premier argument, c'est la surpopulation causée par l'immigration. Certaines personnes font des locations, ce sont les marchands de sommeil. Un marchand de sommeil a un propriétaire d'un bien immobilier qu'il loue par partie à certaines personnes en difficulté sociale. Les biens sont insalubres, peu ou pas entretenus et divisés de manière à générer le plus de revenus possible tout en maximisant le nombre de personnes. En France, en 2016, le nombre de surpopulation est de 2 879 000. Il y a aussi la crise du logement. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire plus de demandes que d'offres. Mon deuxième argument est la pollution en ville. La pollution en ville se propage en partie à cause des cheminées, des entreprises et surtout des voitures qui restent bloquées dans les bouchons pendant les heures de pointe. Selon le comité interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique, les particules fines proviennent de 43% des résidences, 9,5% de l'industrie, 8,4% des voitures diesel, 6,6% du secteur de la construction et 4,5% de l'agriculture et la sylviculture. Mon dernier argument est la pollution de l'air et que la pollution de l'air a un risque sur la santé qui peut avoir des graves effets par rapport aux maladies cardiovasculaires qui atteint particulièrement les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, les malades souffrant de pathologies cardiaques ou respiratoires. On estime au niveau mondial que 1,3 million de personnes, plus de la moitié dans les pays en développement, meurent chaque année en raison de la pollution de l'air des villes. Je conclue en conseillant à toute personne de ne plus utiliser leur voiture pour aller au travail, mais de prendre leur vélo, les transports ou encore le covoiturage. Et pour la surpopulation, vivre en dehors des villes où l'œuvre est plus nombreuse et le loyer moins cher. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la pratique du sport est une perte de temps. Et je suis contre cet argument. Tous les jours, nous voyons des gens faire leur jogging matinal alors qu'elles pourraient dormir dans leur lit en rattrapant des heures de sommeil ou alors lire un livre pour se cultiver. Et dans ce cas-là, on pourrait se dire que cette personne qui pratique du sport perd un peu son temps. Mais effectivement, bien évidemment, je prends une position contradictoire à cette affirmation. Tout d'abord, le sport est essentiel pour notre hygiène de vie. En effet, le fait de travailler ses muscles et son cœur aide considérablement à améliorer notre santé. Et il aide même plus dans ce domaine physique, car l'étude menée par le docteur Shi Peng-Wei, un chinois, a démontré que les personnes faisant 15 minutes de sport par jour avaient une espérance de vie rallongée de 3 ans. Et de plus, le sport est salutaire pour notre santé mentale.
il est effectivement prouvé scientifiquement que l'exercice physique nous permet d'évacuer le stress et nous perfectionne le sommeil et donc du coup nous rend plus sains d'esprit. Et de plus, le sport a été plus que bénéfique à Johan Diniz, un athlète marcheur français de 39 ans aujourd'hui, qui a réussi à sortir de la drogue à 19 ans grâce à l'athlétisme. De nos jours, il a 5 médailles d'or du championnat d'Europe et une médaille d'or du championnat du championnat du monde de Londres en 2017. Pour conclure, le sport est à la fois des bienfaits physiques, psychologiques et cardiovasculaires que l'on ne peut pas nier. Cependant, il ne faut pas oublier que le sport est un domaine très vaste, en passant par les sports de combat, au sport aquatique, en passant par l'escalade en tout genre par exemple. Donc la véritable question à se poser, c'est dans quel sport je m'épanouirai le plus? Bravo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi comme sujet il ne faut pas suivre la mode. Et je vais vous expliquer pourquoi je défends cette idée. Tout d'abord, la mode change tout le temps, comme notre style. De plus, nous ne pouvons pas toujours l'aimer. Parlons de musique. Avant, je n'écoutais que du rap français et du rap américain, car tout le monde en écoutait, et je ne voulais pas me faire exclure des autres. Maintenant, je n'écoute plus que de la K-pop, car j'aime ce style et leur univers. Ensuite, la mode doit nous refléter, nous correspondre. Nous ne devons pas porter les vêtements qui sont à la mode pour se fondre dans la masse, mais nous devons porter des vêtements pour être à l'aise. Je pense que la mode doit être notre mode, elle doit nous refléter. Prenons pour exemple ma mère. C'est une femme simple qui s'habille simplement, qui ne suit pas vraiment la mode, mais qui se sent à l'aise dans ses vêtements. Ou encore Gucci qui a lancé une mode vintage où les femmes portaient des chaussettes avec des talons ouverts. Je ne pense pas que malgré que ce soit la mode, vous portiez ce genre de paire. La mode, c'est nous. Chacun de nous est unique, alors pourquoi suivre la mode? Bonjour à tous, chers camarades. Aujourd'hui, je vais vous exprimer mon point de vue et donc vous expliquer pourquoi il est bon que les enfants croient au Père Noël. Pour commencer, je vous pose une question qui est la suivante. Imagineriez-vous un Noël sans Père Noël? Sans ce mythique personnage rouge, il va de soi que les lutins et les reines disparaissent avec lui. On peut aussi dire adieu au marché de Noël ou à cette pub où on voit le Père Noël boire une bouteille de Coca-Cola. Tout cela disparaîtrait. C'est pour cela que les enfants doivent croire au Père Noël pour que cette magie de Noël persiste au fil des années et les rende heureux. Il est aussi bon que les enfants croient au Père Noël pour un but lucratif. Les marchés de Noël, la nourriture, le champagne, ou encore les incontournables cadeaux sous le sapin, sont une source conséquente d'argent. La période de Noël est le moment de l'année où il y a le plus d'achats compulsifs, parfait pour se faire de l'argent. L'exemple typique, un garçon demande à son père de lui acheter un Père Noël en chocolat, ou bien d'aller voir le Père Noël dans un centre commercial. Maintenant, je vous invite à vous faire votre propre avis, et merci de m'avoir écouté. La thèse que j'ai choisie, c'est est-ce qu'il faut étudier le rap à l'école? La réponse est oui, il faut étudier le rap à l'école. Je suis pour l'étude du rap à l'école. Le rap est un style de musique souvent mal vu à cause de la violence des textes, du sexisme et tout plein d'autres raisons bêtes, et surtout des rappeurs qui déforment le genre. Le mot rap vient de l'anglais rhyme and poetry, ce qui signifie rime et poésie.
L'étude du rap à l'école peut être bénéfique à la culture des jeunes, parce que par exemple des rappeurs comme Kendrick Lamar ou bien Joey Badass nous racontent mieux la culture noire que dans les écoles. Par exemple dans son morceau The Blacker the Berry, à travers des paroles violentes, Kendrick Lamar nous explique l'oppression que subissent les Afro-Américains aux États-Unis de la part de la police, mais aussi des personnes en général. Un autre exemple, dans le son Land of the Free, Joey Badass exprime son ambition de changer le futur et la situation raciste actuelle aux États-Unis. Les rappeurs peuvent aussi exprimer à travers leurs chansons des leçons de vie pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'eux, ou même préparer les jeunes à la rudesse de la vie. Par exemple, le rappeur J. Cole qui exprime dans ses sons les réalités de la vie, comme la drogue, les impôts, l'importance de l'estime de soi, vivre avec sa famille, avec sa fille, ou bien l'importance de l'optimisme. Un autre exemple, par exemple le rappeur de Chicago, Saba, qui traite de sujets un peu plus délicats comme la dépression et aussi la faible estime de soi, tout en racontant son parcours et comment il a réussi à surmonter ces dures épreuves. Le rap est un milieu très diversifié et donc il y a des rappeurs qui essayent de réveiller les personnes à travers leurs chansons, mais notamment à travers leurs vidéos, par l'usage de messages implicites. Par exemple, dans la nouvelle vidéo de Donald Glover, This is America, dans laquelle tout au long de la chanson, des gens s'entretuent, brûlent des voitures, se révoltent en arrière-plan, alors que la caméra est concentrée sur ces pas de danse, on ne reconnaît pas. Il dénonce l'aveuglement du peuple américain qui a tendance à oublier que le pays va mal et se contente de se filmer, danser et faire autre chose, au lieu de se concentrer sur des sujets graves. Le rappeur prend aussi à un moment de la vidéo un fusil d'assaut et tue une chorale d'église entière pour nous rappeler la tragédie de l'église épiscopale dans Charleston, dans le South Carolina, où 9 personnes sont mortes tuées par un suprémaciste blanc dans une église. Un autre exemple, le rappeur Joyner Lucas dans la chanson I'm Not Racist, qui signifie je suis pas raciste, évidemment, dans laquelle il raconte l'histoire de 2 personnes de milieux et cultures différentes qui mettent dans une même pièce pour changer la vision de l'un et de l'autre. Donc, ils sont assis à une table et racontent leur vision des choses et leur culture. À la fin, les deux ressortent guéris du racisme. Donc, le rap est un genre très diversifié qui dénonce et cherche à partager la réalité à ceux qui ne la voient pas. Le rap est une bonne chose pour le système scolaire. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est tout. Bravo. La thèse que j'ai voulu défendre est la solitude est nécessaire et souhaitable. La solitude est un état dans lequel un individu s'isole du monde extérieur de son entourage. Mais celle-ci n'est pas forcément nuisible, elle peut même être bénéfique et nécessaire. Nous aborderons cet aspect grâce à 3 arguments qui y sont favorables. Tout d'abord, la solitude permet de mieux se concentrer et d'avoir une certaine intimité. En effet, par exemple, un élève a besoin d'avoir son propre espace afin qu'il puisse mieux se concentrer sur ses devoirs et les faire dans le calme. Lorsqu'il travaille dans un espace bruyant avec la télévision et la musique autour, il aura plus de mal. De plus, le fait de vivre seul oblige le dépassement de soi et de ses capacités. Cela permet de forger son propre caractère, sa propre personnalité. Nous pouvons illustrer cet argument grâce à Robinson Crusoe qui fait naufrage sur une île déserte dans laquelle il devra vivre seul afin de rencontrer Vendredi. Il devra faire preuve d'ingéniosité pour rentrer chez lui sain et sauf. Enfin, comme le dit le proverbe « mieux vaut être seul que mal accompagné », la solitude est parfois meilleure que le fait de vivre avec des personnes mauvaises et mal intentionnées. Cela permet même parfois d'éviter de souffrir ou de faire souffrir quelqu'un. Pour conclure, la solitude et le bonheur ne sont pas incompatibles. En effet, on peut trouver le bonheur seul, et il est plus favorable d'être heureux seul que malheureux et accompagné. En revanche, d'autres aspects de la solitude nous sont nuisibles, comme le fait d'être exclu ou de toujours rester seul. Bravo. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler du sujet de Il ne veut pas suivre la mode. Et je suis un peu indécis quant au fait d'en parler. Le fait que les vêtements à la mode aient des prix plutôt constants en général, surtout que la marque est très présente, comme on peut le dire, tous ceux qui sont passés avant moi sur le même sujet. Et pas tout le monde a forcément le moyen de s'en procurer.
comme par exemple la marque Lacoste. Voilà. Et, mais aussi, comme dans la mode actuelle, c'est beaucoup d'avant-gardisme avant toute chose. Et la notion d'avant-gardisme vient surtout au fait de l'influence des stars, par exemple, qui ont mis quelque chose en valeur qui n'était pas forcément à la mode avant. Du fait que maintenant on porte un peu tous, par exemple, les jeans. Voilà. Et par exemple, dans les années 2000, avant, c'était un peu t-shirt XXL, baggy, etc., casquette à l'envers avec les drogues, etc. Et maintenant, c'est plutôt les jeans un petit peu serrés. C'est dû au fait que un groupe du nom du A$AP Mob, qui vient des États-Unis, et qui ont mis en valeur ces jeans-là dans les années 2000, surtout dû au fait qu'il y a un de leurs artistes qui s'appelle A$AP Rocky, qui est aujourd'hui une icône des temps modernes quand il s'agit de la mode. Et donc du coup, c'est ce qu'on peut voir, c'est que l'avant-gardisme est très très présent. Et est-ce que c'est quand même pas par rapport à leur influence qu'ils ont créé tout ça? Donc du coup, j'en conclus que ça me laisse un petit peu indécis parce que je sais pas vraiment si je suis pour ou contre, parce que d'après la notion d'avant-gardisme, il ne veut pas forcément avoir des habits chers ou forcément suivre la mode des autres pour au final être à la mode, parce que ce qui n'est pas à la mode peut tout à fait le devenir. Et du coup, mais est-ce que au final porter des vêtements avant-gardistes entre guillemets pendant la période où c'est à la mode, c'est être à la mode? Et ou même est-ce que la mode n'est tout simplement pas l'expression de soi et l'expression de la pensée du concepteur? Je vous laisse réfléchir avec moi. Donc j'ai choisi la thèse de fumer devrait être interdit. Donc je suis pour. Donc je vais vous parler des dangers du tabac et pourquoi cela doit être interdit. Tout d'abord, nous le savons tous, fumer tue. En effet, la cigarette a tué environ 78 000 personnes en 2015 et c'est comme ça environ chaque année, dont 44 000 par cancer, car le tabagisme augmente le risque de développement de maladies, en particulier les cancers du poumon ou du pancréas. Ensuite, les fumeurs deviennent dépendants de ce poison du fait de ses composants toxiques tels que la nicotine qui rend accro celui qui fume, que les doses soient fortes ou non. Enfin, la fumée n'est pas seulement dangereuse pour le fumeur, mais elle l'est aussi pour son entourage. En 2006, 5000 personnes sont mortes de tabagisme passif, qui est l'inhalation involontaire de la fumée de tabac. De plus, cette émanation mortelle contient au moins 4000 substances toxiques, dont 50 cancérogènes. Pour conclure, je pense que l'on doit interdire le tabac pour préserver la vie humaine. La cigarette est donc une drogue nocive et ses effets sont multiples. Cependant, les fumeurs ne sont pas découragés et continuent de fumer. Est-ce qu'un jour, la vente et la production s'arrêtera? Créez-vous votre propre opinion sur ce sujet. Bravo.